monsieur, bonsoir et bienvenue. Une nouvelle édition de Direct. Plein de choses à vous proposer ce soir. Bien sûr, il s'agit d'une édition, il faut dire, très optimiste. Il y a plein de choses qui sont vraiment allouées cette semaine. On commence par hier. Bien sûr, le match de l'Égypte, en fait, qui lui a assuré son billet vert pour la Coupe du Monde en Russie 2018. Bien sûr, il s'agit vraiment d'une victoire qu'on attendait depuis plus de 28 ans. Hier, l'Égypte, absente du Coupe du Monde depuis 1990, a validé son billet vert pour le Mondial 2018, grâce bien sûr à son succès, ou au succès de l'équipe de l'Égypte 2-1 contre le Congo, grâce bien sûr à un doublé de sa star Mohamed Salah. Aujourd'hui, Monsieur le Président a reçu l'équipe égyptienne. Bien sûr, il a rendu hommage à leurs efforts et à tout ce qu'ils ont réalisé pour l'Égypte et pour le peuple égyptien. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant tout cela dans ce commentaire de Yarachouch, et puis on revient pour plus d'explications. L'Égypte a fêté avec beaucoup d'enthousiasme et de coups de klaxon la victoire de sa sélection nationale devant le Congo 2-1 grâce à un doublé de sa star Mohamed Salah, synonyme de qualification pour le Mondial 2018, une première depuis 1990. Entre les coups de klaxon, les cris de joie et l'exposition du drapeau rouge, blanc et noir, les rues d'Égypte célébraient la victoire de leur équipe et la performance de sa star. Le joueur de Liverpool avait ouvert le score à l'heure du jeu et a offert la victoire aux Pharaons sur un pénalty dans le temps additionnel après l'égalisation du Congo-Brazzaville par Arnold Bouka-Mouto à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. L'Égypte, deuxième nation africaine qualifiée après le Nigeria, ne peut plus être rejointe en tête du groupe E de la zone Afrique avec 4 points d'avance sur l'Ouganda. Elle disputera en Russie la 3e Coupe du Monde de son histoire après 1934 et 1990. Le septuple champion d'Afrique peut notamment remercier son sélectionneur, l'Argentin Hector Cooper, ancien coach de Valence et de l'Inter Milan, qui a pris en main l'équipe en mars 2015. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a félicité hier l'équipe nationale dans un communiqué et la performance de l'équipe technique. Il a honoré l'équipe aujourd'hui durant sa tournée dans le centre de conférence dans le Nouveau-Caire. En tout, 15 nations sont déjà qualifiées pour le Mondial 2018. Le pays hôte, la Russie, qualifiée d'office, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne, le Costa Rica, le Mexique, le Brésil, l'Iran, la Corée du Sud, le Japon, l'Arabie Saoudite, le Nigeria et bien sûr l'Égypte. LTV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. LTV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Midi Pile, une émission de divertissement tous les jours à midi pile sur Nile TV. Midi Pile, c'est une émission où on parle de sport, de santé, de tourisme ou de culture. Midi Pile, l'émission différente de Nile TV.
Bien, mesdames, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Gamil Badra, qui est expert industriel et économique. Bienvenue avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Également, M. Talat Téchir, qui est directeur de l'Organisation des écrivains afro-asiatiques en Europe. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en fait, on va commencer par un petit mot concernant le match d'hier. Comment vous avez vu cette victoire et également aujourd'hui le fait que M. le Président a reçu toute l'équipe pour la féliciter de cette victoire? C'était un rêve, il s'est réalisé. Ouais. Et c'est pas seulement l'Égypte, c'est tous les pays arabes, tous les gens arabes, sont tous rêvaient que l'Égypte rentre dans la Coupe du Monde. Et c'est réalisé, et c'est vrai, merci beaucoup, Monsieur le Président, qui reçoit l'équipe d'Égypte. C'est très bien, il mérite. Oui, c'est vrai. Alors, Monsieur Badra, comment vous avez vu le match et aujourd'hui également? D'abord, le match était sensationnel. Ouais. Le match avait plus de montée et de descente, surtout après l'égalité que le Congo avait marquée. Le peuple égyptien était sous pression forte. Mais c'est la volonté divine, comme venait de dire Dr Talat. C'était un rêve. Un rêve non seulement pour les Égyptiens, mais pour le monde arabe. Et pour la réception aujourd'hui du président, je crois que le président Abdel Fattah el-Sisi est un porte-bonheur pour l'Égypte. Après 28 ans, un peu plus que la moitié du peuple égyptien n'ont pas suivi l'Égypte sur la scène mondiale. Et voilà, nous y sommes. Nous allons prendre le billet, les avions pour aller en Russie. J'espère que la performance sera au niveau. Oui. Alors, loin du football en tant que sport, alors le fait que l'Égypte soit présente sur le plan international, sur tous les plans, même sportifs, comment vous voyez cela aussi pour l'image de l'Égypte à l'étranger? Écoutez, c'est très important. L'Égypte, c'est c'est le plus grand État dans le monde arabe. Il joue un rôle dans les secteurs arabes. C'est très très important que l'Égypte se présente dans la Coupe du Monde. C'est aujourd'hui, depuis que le président Sisi qui est là, la diplomatie égyptienne qui se passe partout, tout est changé. Et comme a dit mon ami, que c'est vrai, le président Sisi, c'est porte-bonheur. Oui, porte-bonheur. Depuis 28 ans qu'on rêve, qu'on a envie, qu'on est là. L'Égypte, elle se présente dans les Coupes du Monde, c'est très très bien. Oui. Alors, si vous permettez, on va juste s'arrêter pour quelques instants parce qu'on a quelques problèmes techniques et puis on revient tout de suite.
Suivez votre programme Paroles et musique aux horaires suivants sur Nile TV International. Et mesdames, messieurs, on s'excuse pour ce problème technique. Alors, monsieur Talat, vous parlez tout à l'heure de l'importance de ces rencontres, de ces compétitions, de l'importance de donner la vraie image de l'Égypte à l'extérieur. L'image d'Égypte est changée depuis, après la Révolution. L'image d'Égypte, l'Égypte, c'est un des plus grands pays dans les nations arabes. Ouais. On est obligé d'être là. L'Égypte, il se présente partout, tous les fêtes, des fêtes mondiales. Nous sommes très importants et comme on a dit tout à l'heure que le président Sissi porte bonheur, oui, il porte bonheur, il a porté le bonheur pour l'équipe égyptienne. On souhaite qu'on fait quelque chose dans le mondial parce que le peuple égyptien, les peuples arabes, et depuis 28 ans qu'on attend que l'Égypte rentre, alors, ils ont rentré. Ce qu'il a fait monsieur le Président qui reçoit l'équipe égyptienne au palais présidentiel, c'est très 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 bien. Ça lui donne un courage de faire quelque chose dans le Coupe mondiale. Ouais. Voilà. Alors, monsieur Badra, comment vous voyez l'importance de ces réalisations pour donner une vraie image de l'Égypte et du peuple égyptien? Je suis tout à fait d'accord, parce qu'être présent sur la scène internationale ne veut pas uniquement dire être présent sur la scène du point de vue politique, économie, sportive, sociale, sur tous les plans, culturels. L'Égypte est un pays majeur, l'Égypte est le plus fort pays de la région, du Moyen-Orient, de l'Afrique de même. Et je crois qu'une présence pareille pourrait ouvrir des portes d'opportunités pour montrer au monde la stabilité, pour montrer au monde la sécurité. Un grand message hier. Nous avons vu les 85 000 spectateurs qui étaient là-bas. Ouais. Quelle bonne discipline. Et tous les Égyptiens étaient dans les rues toute la nuit. Absolument. Ceci est un message, est un appel au monde. Voilà, nous y sommes là. Le peuple égyptien, les spectateurs ont vraiment reflété un comportement discipliné. Et tout le monde suivait ça. Ouais. Ceci est très positif et aura un impact sur tous les plans. Par exemple, ceux qui parlent qu'il y a une insécurité, les économistes, les industriels, ceux qui veulent venir en Égypte pour investir, vont regarder et vont voir. Voilà, ce que nous entendons est différent de la réalité. Ouais. Et hier, on n'a pas eu, on n'a pas eu un seul accident. C'est vrai. Un comportement discipliné des 85 000, des millions qui étaient dans la rue et qui exprimaient leur joie. Leur joie extrême, parce que c'est une chose qui n'est pas arrivée depuis un peu plus que 28 ans. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, puisqu'on parle en fait d'accomplissement, il faut dire qu'aujourd'hui, le centre de conférence qui a été inauguré par Monsieur le Président, également la salle d'exposition, est vraiment parmi les accomplissements de ce gouvernement et de Monsieur le Président. La nouvelle capitale administrative qui commence à voir le jour, un accomplissement très important. Tout de suite, nous allons voir maintenant quelques extraits de ce qui s'est passé ce matin, l'inauguration du centre de conférence dans le Nouveau Caire. Également, le centre inclut également un complexe des bâtiments qui abritait plusieurs expositions. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant cette inauguration et puis on revient pour plus d'analyse et d'explications sur tous les accomplissements ce dernier temps en Égypte. Le président a tenu à ce qu'un groupe de jeunes lève le rideau sur la plaque commémorative du centre. Ont assisté à l'inauguration du centre le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général Sedri Sobhi, et le chef d'état-major des forces armées, Mahmoud Hegazi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté une exposition artistique de l'association des vétérans établie au nouveau centre de conférence internationale à El Tagamou al-Khamis au Nouveau Caire. Cette exposition comprend des produits en cuir, des artisanats en verre, en bois et en céramique et une salle pour les membres artificiels. Al-Sisi a aussi inspecté une foire pour les produits des familles des martyrs, une autre pour les jeunes et les familles productives. Le chef de l'État s'est informé de la ministre de la Solidarité sociale, Mme Reda Oueli, des produits exposés dans la foire des familles productives, faisant état d'un plan visant à créer une société pour exporter ces produits à l'étranger et à établir une exposition à chaque gouvernorat pour étaler leurs produits.
Il a indiqué lors de cette tournée d'inspection que l'État était prêt à aider celui qui veut améliorer son travail et exporter ses produits à l'étranger. À la fin de cette tournée, il a honoré l'équipe nationale de football qui était présente dans le centre. Al-Sisi a aussi assisté au colloque culturel organisé par l'armée. C'était vraiment une réception très émouvante. En fait, on parlait tout à l'heure du nouveau centre de conférence. C'est vrai que la nouvelle capitale, c'est un des grands projets qui ont été déclarés par le gouvernement depuis l'arrivée de Monsieur le Président à la tête du pays. La nouvelle capitale à côté du nouveau canal de Suez. Alors comment, tout d'abord, vous avez vu l'inauguration d'aujourd'hui et le fait que voilà, il y a une réalisation qui commence à voir le jour. D'abord, le président El-Sisi, dès qu'il est au pouvoir, ça fait un peu plus que 3 ans, n'hésite pas à promouvoir tout projet, tout investissement, toute possibilité pour trouver des occasions d'emploi, réduire le chômage, etc. La capitale administrative est une poussée en avant pour l'Égypte. C'est une façade qui bientôt sera en réalité, est une façade qui pourrait attirer tous les investisseurs et que le monde puisse savoir que l'Égypte peut offrir ce niveau, ce standard, ce calibre. Ça serait une possibilité pour des compagnies étrangères, multinationales, de venir s'installer, pour des investisseurs égyptiens, pour transformer ce désert en des communautés, ou des communautés peut-être où des gens peuvent habiter, où il y a des hôpitaux, il y aura des écoles, des universités, des centres qui ont été inaugurés aujourd'hui. Et ceci est une possibilité d'encourager les entrepreneurs. Je crois que c'est une chose qui est très positive. Il y en a des gens qui n'étaient pas pour, en disant que peut-être on peut investir pour d'autres. Mais non, l'Égypte doit être au niveau. Regardez Dubaï, par exemple, et les autres pays arabes. Nous ne sommes pas moins que ces autres pays du point de vue ressources humaines, ressources naturelles. Peut-être du côté financier, nous en avons besoin. Mais ce projet est financé par certaines organisations et n'a rien à voir avec, en touchant à ce que le peuple égyptien en a besoin. Je suis très pour, je vote pour ce que le président El-Sisi fait durant ces trois années passées et je suis tout à fait d'accord que, je suis d'avis que ce projet pourrait être une nouvelle porte pour une poussée en avant pour l'Égypte. Oui. Alors, une nouvelle capitale administrative, je crois que c'était un projet dont l'Égypte avait besoin depuis toujours. Parce que c'est vrai que le Caire est une très belle ville, mais en fait, sa beauté a été toujours cachée par ce monde qui existe, par cet embouteillage qu'on voit tous les jours. Mais maintenant, je crois avec le fait de faire sortir tout ce qui est administration, tout ce qui est fonctionnaire à l'extérieur de la capitale, on pourra avoir une belle ville. On pourra plutôt admirer le Caire. Écoutez, la nouvelle capitale, c'est pour l'Égypte, à mon point de vue, c'est le projet des siècles. C'est un projet, c'est vrai, c'est un grand projet. C'est très important pour l'Égypte. Comme vous dites, ça débloque le trafic, ça débloque des embouteillages, ça se déplace tous les ministres, partout. Et on va voir l'Égypte comme des années 60. On va voir le Caire, c'est comme les années 60. Et ça développe l'économie, les crises d'économie. Mais moi j'espère qu'on pense en même temps. Parallèle, les grands projets, on pense les petites entreprises, les petits projets. Parce que les petits projets, on voit les résultats tout de suite. C'est-à-dire si j'ai fait un projet à 20 000, quand je parle d'un petit projet, 10 000 livres à 20 000 livres. Et si c'est un projet qui fait travailler 3-4 personnes, mais tout de suite, on a le résultat tout de suite. C'est très bien le grand projet, l'Égypte en a besoin. Et la nouvelle capitale, ce projet, il doit commencer il y a 20 ans. On a besoin, vraiment l'Égypte a besoin. Mais en même temps, j'espère que les petites entreprises, aider les petites entreprises,
Et par exemple, les jeunes qui viennent de finir son étude, qui ont envie de travailler, il n'a plus rien, on peut l'aider, on peut lui donner 10 000 livres, 20 000 livres, il commence cette petite entreprise, et qui ne paye pas de charges sociales, qui ne paye pas des impôts pendant 10 ans, et aider les petites entreprises que ça développe tout de suite, Les grands projets, on voit le résultat plus tard, on voit le résultat dans 3-4 ans, et on voit le résultat dans 5 ans. Et moi, quand je parle de grands projets, pas seulement la nouvelle capitale. La nouvelle capitale, c'était obligé de commencer ce projet-là. Mais moi, quand on parle des grands projets, au général, non. Et en même temps, il faut les petits projets, c'est très très important. Les jeunes qui chaque année, on a des millions qui finissent leur étude, c'est les stratégies de M. Sisi, les stratégies qui diminuent le chômage. Bon, pour diminuer le chômage, il faut faire travailler ces gens-là. On ne peut pas les embaucher dans l'administratif. On ne peut pas les embaucher nulle part. Non. Il fait son entreprise, on peut l'aider, donner même 5 000 livres, ça peut l'aider à travailler. En même temps, de ne faire pas payer des charges sociales, de ne faire pas payer des impôts pendant un moment, 5 ans, 10 ans, les jeunes qui veulent travailler, ça développe tout de suite la crise d'économie. Ouais. Alors, Monsieur Badra, en fait, pour le monde d'affaires, le fait de trouver une capitale administrative, c'est-à-dire un homme d'affaires qui vient, un homme d'affaires, je veux dire de l'étranger bien sûr, un investisseur qui vient en Égypte ici, qui trouve tous les ministères, tous les fonctionnaires qui sont groupés dans une capitale qui est loin de la capitale réelle du pays, qui est loin de tout embouteillage. Comment ça peut faciliter ou ça peut encourager les investissements? C'est une question très importante. Comment ça peut faciliter, comment ça peut encourager un investisseur? Tout investisseur dans le monde est intéressé à venir dans un pays où l'infrastructure existe, où c'est facile donc de transformer son idée en réalité, que la bureaucratie puisse être au minimum. La bureaucratie, ça existe dans le monde entier. Ouais. Il faut des papiers, il faut des administrations, il faut des accords, mais ça existe dans certains pays avec plus de facilité. C'est ce qu'on veut faire ici en Égypte. Ça encourage beaucoup les investisseurs. Tout investisseur veut venir pour être sûr, d'abord, que son capital est en sécurité et que son profit, finalement, est en sécurité, mais peut être transféré à l'extérieur. Et le message que nous devons transmettre avec cette capitale administrative, avec tous les aspects, et que l'Égypte est en sécurité. C'est un message, un esprit de confiance. Comment on peut passer cet esprit de confiance à tous les investisseurs? Ceci est excessivement important. Et comme je viens de dire, tout investisseur est intéressé à faire du profit, c'est son droit. Mais en invitant ces investisseurs, en pompant leur argent pour avoir des projets, il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités d'emploi, le chômage réduit et le dynamisme économique. Le dynamisme de l'économie est excessivement important parce que, vous savez, c'est comme si vous avez de l'eau avec des vagues, de la mer avec des vagues ou de la mer qui ne bouge pas. Qui est calme. Et qui est calme. Et nous avons besoin d'avoir ce dynamisme économique qui, par la façade et par la présence bientôt de la capitale administrative, ça va jouer très positivement. Oui. Alors, M. Talat, en fait, la rapidité aussi, c'est quelque chose à louer. C'est-à-dire, en entendant parler, il y a pas mal de temps de la nouvelle capitale administrative, tout le monde pensait que, voilà, dans quelques années, on aura cette capitale. On n'a jamais pensé qu'avant la fin de 2017, on va avoir déjà un grand centre de conférence, ce complexe d'exposition, l'hôtel qui a été inauguré. C'est-à-dire, on commence à voir des parties de cette capitale qui commencent déjà à exister. Comment vous voyez aussi cette rapidité dans le travail? C'est vrai, tout le projet de Monsieur le Président qui est toujours pressé, il est vraiment trop pressé et ils obligent l'armée égyptienne de faire des économies, de travailler dans l'économie, de faire des grands projets. Et moi, il faut quand même, les choses, ils prennent son temps. Il faut que les choses, ils prennent son temps. Mais trop pressé, trop faux, c'est trop vite faire les choses.
on fait des... Mais on n'a plus le temps en fait. Il faut dire qu'on a un problème de temps. C'est-à-dire on a beaucoup de problèmes et on a un problème de temps. C'est-à-dire il faut aller vite. On n'a pas d'autres moyens quand même. C'est vrai. Monsieur Sisi, Monsieur le Président, il a envie dans les 4 ans, il voulait tout faire dans les 4 ans. Merci, bravo. Et non seulement 4 ans, il aura bientôt Inch'Allah. 4 ans, un autre mandat. Inch'Allah. Dans les 8 ans, on peut dire dans les 8 ans, dans les 8 ans, il voulait tout faire dans les 8 ans. Bon courage, on l'encourage. Et la rabalité, c'est bien, ce qu'on a envie de faire. Et voilà, c'est très important qu'on a vu quand même la Canal des Suez, il est fait dans un an. C'est incroyable. Ouais. C'est vrai. Écoutez, jusqu'à 2 mois avant l'ouverture, moi je ne crois pas que ça va être fait, impossible. Même le monde entier, moi j'ai un peu, je regardais beaucoup les télé européens et tout le monde parlait qu'il est impossible de le faire dans un an et c'était fait. Ouais. Et moi je crois que... Et il faut dire que c'est bien fait, c'est-à-dire quand on parle de rapidité, on ne parle pas des choses faites rapidement qui ne sont pas bien faites, non mais au contraire, sont très bien faits. Moi je vous dis un témoignage... Les routes qui étaient faites dans les 4 ans qui ont passé, c'est incroyable. C'est incroyable. On les sent sur la route, on les sent que c'est développé, les routes, parce que l'économie, on peut fabriquer un produit ici, mais pour les déplacer là, c'est le plus important. Mais moi j'ai un produit au Caire, moi je vais l'envoyer au Luxor par exemple. Si je n'ai pas de route, je ne peux pas l'envoyer. Ou ça va me coûter cher, mais c'est les routes. Et Monsieur le Président, il a commencé avec les routes. Il a commencé, depuis qu'il est là, il a commencé avec les routes. C'était une très très bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, faire la nouvelle capitale, s'il n'y a pas de route, il ne peut rien. Et on ne peut rien faire avec une... Mais il a fait des routes qui étachent tout ensemble, et c'est très 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 bien. Ouais. Alors, l'autre accomplissement qui n'est pas à négliger aussi, bien sûr, c'est le canal de Suez. C'est vrai que le canal de Suez a été inauguré dans un an, comme Monsieur le Président l'avait promis. Jusqu'à présent, on n'a pas eu beaucoup d'investissements, mais apparemment, ce dernier temps, on commence à voir vraiment l'arrivée de beaucoup d'investissements. On a vu la signature d'accord avec la Russie en ce qui concerne cette zone de libre-échange dans cette région. Je sais qu'il y a aussi des investissements chinois. Il y a beaucoup d'investissements dans ce domaine et on verra peut-être début 2018 aussi d'autres investisseurs qui vont venir. Alors comment vous voyez aussi le projet de Canal de Suez? Le projet de Canal de Suez est un projet méga. Et comme vous venez de dire, avec la Russie, avec les Émirats, nous avons vu les exécutifs du port de Dubaï, de Jebel Ali, qui sont venus pour signer un contrat avec l'ingénieur Mamish, qui est le chef de l'organisation du Canal de Suez, pour avoir un centre logistique pour servir la région. Vous venez de dire, la Russie, en fait, le vice-ministre russe était en discussion, en négociation avec monsieur l'ingénieur Tarek Kabil, le ministre de l'Industrie et du Commerce égyptien, pour établir une zone industrielle russe sur une superficie de 5 millions de mètres carrés et un investissement de 7 milliards de dollars. C'est un montant. Et puis, l'autorité du développement industriel a eu des discussions avec des Sud-Coréens pour avoir une nouvelle cité industrielle avec une superficie de 5 millions de mètres carrés. Ceci est un pas en avant. Vous venez de dire que le président El-Sisi s'occupe bien et elle a une rapidité. Je suis tout à fait d'accord, mais sans oublier que le président El-Sisi était le chef le plus courageux pour prendre des décisions indispensables et nécessaires le 3 novembre 2016. Il ne faut pas sous-estimer cette décision qui a causé la libéralisation de la livre égyptienne, la dévaluation de la livre égyptienne, le fait que la livre a été flottée. Et ceci est une décision courageuse et j'aimerais louer cette décision. C'est le seul chef d'État qui n'a pas voulu donner certains remèdes, mais qui a voulu faire une chirurgie aux malades, je veux dire l'économie égyptienne. Et l'économie, permettez-moi de faire une analogie entre l'économie et la botanie. La botanie, c'est la science des plantes pour les chers téléspectateurs. Si vous avez des graines que vous voulez semer, vous ne pouvez jamais avoir les fruits dans quelques jours, peut-être dans quelques mois, et peut-être dans quelques années. De même dans l'économie. Des décisions pareilles, des réformes économiques pareilles ne peuvent jamais avoir des fruits tout de suite. Le peuple égyptien doit être patient, doit produire
doit être au courant qu'il faut attendre quelques années. Vous venez de dire à la fin de 2017, début de 2018, nous avons différents méga-projets, que ce soit la station nucléaire russe, que ce soit le canal de Suez, que ce soit les zones industrielles nouvelles. 1 million d'hectares aussi. Mais l'essentiel, c'est que nous soyons sur le bon chemin, que nous soyons sur la bonne route, que nous soyons sur la bonne voie. Et nous y sommes sur la bonne route. Ouais. Le canal de Suez, c'est pas le canal qui était fait. Le canal était fait. Pour moi, c'est un porte qu'on l'a ouvrir. Ouais. Un porte, on a ouvert pour des projets. On a 142 projets, comme a dit le docteur, qu'on a 142 projets à côté du canal de Suez. Et malheureusement, l'ouverture du canal de Suez, il y avait il y a une crise mondiale qui, il n'a pas rapporté des sommes, mais moi je crois que ça va développer parce que l'économie mondiale a commencé à développer et on va voir le résultat du canal de Suez. Oui, exactement. Alors, vous en parlant du matin, vous avez parlé de la sécurité. C'est vrai que la sécurité aussi était un élément très important pour l'Égypte, pour les investissements et pour les Égyptiens, pour notre image en général. Et hier, je crois que c'était très clair que la sécurité s'est beaucoup améliorée en Égypte. On a vu hier, je ne crois pas qu'un pays pourra faire comme hier avec des millions et des millions dans les rues sans un seul incident, comme vous venez de dire. On voit aussi la sécurité avec le Sinaï aussi. C'est vrai que le combat continue, la guerre continue, mais l'armée arrive à contrôler beaucoup la situation dans le Sinaï qui est très difficile, qui est une situation très difficile face à n'importe quelle armée dans le monde entier. Alors comment vous voyez aussi ce dossier de la sécurité en Égypte? Écoutez, la sécurité c'est très 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 important. Ouais. Mais même les investisseurs égyptiens, c'est comme les investisseurs étrangers. Et l'investisseur égyptien, s'il n'y a pas de sécurité, il ne va pas travailler. Personne qui va travailler. C'est très, très, très important. C'est la première chose que demandent les investisseurs. C'est la première chose, est-ce qu'il y a de sécurité ou pas? L'image qu'on a vue hier, ça prouve, ça donne un message au monde entier qu'il y a une sécurité en Égypte. Oui, il y a une sécurité en Égypte. Et 10 millions de personnes qui sont dans la rue. Il n'y a pas une voiture qui était encassée, il n'y a pas un accident déclaré, il y a les gens ils ont fêté, le peuple il a fêté, et le stade était 85 000 personnes, il n'y a pas eu un seul accident, il y avait un seul bagarre. Et voilà, ça donne une image que tout le monde, l'Égypte est en sécurité. Et comme vous parlez de l'armée, non, la ministère de l'Intérieur aussi, ils ont fait leur rôle. Et c'est vrai, la rue en Égypte aujourd'hui est en sécurité par la ministère de l'Intérieur. L'armée, il donne un coup de main, il donne un courage quand il y a un gros problème. Mais aujourd'hui, les pays, il est sous contrôle. La ministère de l'Intérieur, on laissant la sécurité partout. Oui, c'est vrai, mais quand je parlais de l'armée dans le Sinaï. Je veux dire que, à part la sécurité dans le pays, bien sûr, qui est le résultat des efforts de la police, il y a le Sinaï aussi qui est un grand... c'est-à-dire, il faut dire que c'est contrôlé. Oui, c'est vrai, les Sinaï, on a commencé à voir que ça se calme petit à petit et on voit des terroristes qui sont arrêtés, qui sont morts. On voit des changements. Les terroristes, il n'y a pas un pays dans le monde entier qui peut arrêter le terrorisme. Impossible, c'est partout. C'est quelqu'un qui a une bombe, il peut rentrer dans un magasin. Il y a un couteau même pas des bombes. Non, mais attends, le terrorisme, en Égypte, on a des attentats, en France, on a des attentats, en Allemagne, en Amérique, partout. Ça, on ne peut jamais l'arrêter. On peut diminuer. On peut, mais on ne pourra jamais les arrêter 100%. Il y aura toujours des terroristes, il y aura toujours des attentats dans le monde, pas seulement dans l'Égypte, mais l'Égypte, et maintenant, soit dans les Sinaï, l'armée l'a fait sur la frontière égyptienne, il a fait son rôle. Merci, on l'encourage aussi. Et la ministre de l'Intérieur, à l'intérieur, on laissant la sécurité. Et on souhaite que ça continue. Même question, M. Badra, comment vous voyez ce dossier de la sécurité à l'intérieur du pays et bien sûr dans le Sinaï? Et j'ai oublié de dire aussi les frontières. Il ne faut pas négliger les frontières de l'Égypte avec le Liban, avec la Libye et le Soudan. Il faut dire que l'armée aussi déploie beaucoup d'efforts, l'armée et la police ensemble, pour contrôler ces frontières. La Libye, c'est 2000 kilomètres. C'est très...
Ouais. C'est très long en route. Le frontière, c'est trop grand. Et merci l'armée, vraiment. Ouais. Je dirais que la police s'occupe du point de vue sécurité à l'intérieur. Mais les frontières, c'est l'armée. Nous avons vu les frappes militaires de l'armée contre les centres des djihadistes, les centres des extrémistes au Sinaï. Et je crois que ça s'est rabaissé de façon très remarquable. L'armée a été très active pour déraciner ces centres, pour essayer de les emporter à l'extérieur, de les attaquer. Les actes terroristes qu'on venait de dire ne vont pas cesser. Ça peut exister, parce qu'il suffit quelques-uns pour détruire la sécurité de tout un pays. Mais je crois que l'armée a fait de son mieux pour sécuriser les frontières avec la Libye, surtout au Sinaï, qui était un centre. Et heureusement que nous avons eu notre cher président en 2014 pour essayer pour changer tout un régime. L'ancien régime voulait transformer le Sinaï en centre de terrorisme. Mais aujourd'hui, avec les frappes militaires sérieuses, dures, pour déraciner ces terroristes, ces centres, je crois qu'elles ont réussi à 90%. Et on va voir que ça peut se suivre. Mais en général, je peux dire que la sécurité en Égypte est transmise maintenant au monde entier. Le tourisme aujourd'hui a augmenté. J'ai lu des statistiques qu'à Hurghada, il y a eu au mois de septembre 140 000 touristes qui sont venus de 23 différents pays. Ceci est une chose très positive. Le tourisme est une des colonnes fondamentales pour notre rendement national. Et le tourisme est lié à la sécurité. Nous avons vu la Russie est en train de revoir pour envoyer ses touristes, la Bretagne, l'Angleterre, toute l'Europe. Les visiteurs du business qui viennent de l'Europe pour l'Égypte étaient bloqués à un certain moment pour raison de sécurité, mais aujourd'hui tout est ouvert. C'est le message que nous transmettons, l'esprit de confiance pour les touristes, pour les investisseurs. Et je crois que l'armée a réussi à 90% à mon avis pour déraciner, pour détruire ces centres djihadistes au Sinaï et protéger nos frontières. Ouais. L'armée, elle a joué un grand rôle dans la sécurité en Égypte dans les 4 ans. Vraiment, l'armée égyptienne, elle a joué un grand rôle. Vous savez, la frontière égyptienne, c'est l'enfer partout. C'est la Libye. C'est vrai, des problèmes sur toutes les frontières. Oui, dans tout le tour d'Égypte, on a des guerres. Et l'Égypte, l'armée égyptienne a joué un très très grand rôle dans la sécurité. Et puis, non, on le savait que l'armée égyptienne, c'est pas une armée facile, c'est une grande armée. On a une force importante qu'on dort bien la nuit, quoi. Ouais, c'est vrai, exactement. On le sent de sécurité. Ouais. Alors, le dossier aussi de la politique extérieure, c'est un dossier très important pour Monsieur le Président. On a vu que depuis son arrivée, il n'arrête pas de faire des visites partout dans le monde, d'inviter des responsables et des chefs d'État. On a vu les relations avec tous les pays presque qui se sont améliorées. On a maintenant de bonnes relations avec le monde entier. Alors, comment vous voyez aussi ce dossier que je vois personnellement que c'est un dossier très important avec Monsieur El-Sisi? Très positif, je vois ça très positif. Nous avons vu comment le président Sisi a entamé différentes visites de l'Est à l'Ouest, en Afrique, en Europe, mais surtout sa visite récente au mois de septembre aux États-Unis, que j'ai suivi de près quand il était à New York pour prononcer son discours et pour avoir des discussions de côté avec les chefs de compagnie, la chambre de commerce américaine, égyptienne, et puis la ministre, Dr Sahar Nasr, qui était accompagnée dans sa délégation, qui a eu des entretiens avec les chefs d'entreprise, les exécutifs en vue d'encourager, de faciliter le transfert des investisseurs américains. Les États-Unis investissent en Afrique, mais investit en Égypte les 30% de ce qu'elle investit en Afrique. 30% dans un pays qui est l'Égypte au total de ce que l'Amérique investit en Afrique. Et ceci compte autour de 4 à 5 milliards de dollars. Les relations politiques entre notre cher président et le monde entier est en meilleure forme. Et ceci se transforme en succès économique, parce que vous savez, la politique et l'économie, ce sont les deux côtés de la devise. Et nous avons vu récemment, par exemple, la Dr Sahar Nasr, qui était en réunion avec la directrice de USAID, Madame Sherry Cahill, et puis ils ont parlé ensemble pour débloquer l'aide américaine pour l'Égypte. Cette aide américaine se concentre pour des activités dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'infrastructure. Et depuis 1978, depuis que l'accord entre l'Égypte et Israël par le Camp David, le USAID a pompé un peu plus que 30 milliards de dollars
pour l'Égypte. Et ceci est lié toujours aux relations que nous avons. De bonnes relations politiques, c'est le miroir qui reflète sur l'économie de tout pays, non seulement l'Égypte, de tout pays. Et ceci est un accord mutuel. Ceci parce que l'Égypte a besoin des étrangers, mais aussi les étrangers ont besoin de l'Égypte, du point de vue stratégique, du point de vue intérêt mutuel. C'est exactement un intérêt commun. Voilà. Alors, Monsieur Talat, en fait... Oui, juste moi, je suis tout à fait d'accord pour la bonne relation, mais je ne suis pas d'accord pour l'aide. Je n'ai pas besoin d'aide. On n'a pas besoin d'aide des Américains. C'est vrai, non, on n'a pas besoin parce que, bon... c'est pas la peine. Mais en fait, on ne peut pas parler du dossier des relations extérieures sans parler du dernier accomplissement dans ce domaine. Moi, personnellement, je trouve que c'est la réconciliation palestinienne. Le fait qu'après des années de guerre entre Hamas et Fatah, on voit ces deux factions qui se mettent d'accord. On voit que les choses commencent à s'améliorer dans les territoires palestiniens. Et on espère que dans quelques temps, peut-être on aura vraiment fini avec cette guerre civile ou cette guerre interne en Palestine. Ça fait partie de la réconciliation palestinienne, ça fait partie des bons rôles qu'a joué le président Sisi dans la période qui a passé. C'était très important. Et les jours, c'était toujours l'Égypte a joué il a joué un bon rôle pour l'affaire de Palestine, mais bon, la réconciliation, c'est vrai, c'est très important, mais ça a tombé quand même dans les intérêts d'Israël. Ça a tombé, l'Israël, il s'est débarrassé de Hamas. Et soit Hamas, c'est un groupe terroriste, soit un Hamas qui était en résistance, c'est Israël s'est débarrassé de Hamas. Et l'Égypte, il a fait son rôle. Et on souhaite que ça continue, qu'ils restent, qu'ils font la coopération du Fatah et Hamas. C'est ce qu'on le souhaite tous, tout le temps. C'est pas la première fois, c'est pas le dernier. On souhaite que ça sera la dernière fois. 10 fois qu'ils sont la réconciliation, et puis on voit des problèmes, on voit des guerres entre les Fatah et Hamas. Là, j'espère que, comme président Sisi porte bonheur à tout le monde, moi j'espère qu'il porte bonheur à Palestine, qu'il y reste et qu'il y aura toujours des coopérations, des résistances contre l'Israël. Oui, bien sûr. Alors, si vous permettez, à présent, on va passer à notre dernier sujet qui concerne l'UNESCO. En fait, le président du conseil exécutif de l'UNESCO avait déjà annoncé officiellement 9 candidats briguant le poste de directeur général de l'UNESCO, parmi lesquels figure l'égyptienne Mouchira Khattab. Aujourd'hui, en fait, c'était le vote, le premier tour de vote. Il faut dire que le résultat, après la fin bien sûr de ce tour, le résultat était la candidate égyptienne Mouchira Khattab a remporté 11 voix, le candidat du Qatar a remporté 19 voix et la candidate française a remporté 13 voix. Il faut dire que, comme je viens de dire, c'est seulement le premier tour. Il y a d'autres tours. On espère bien sûr plus de chance demain pour Madame Mouchira Khattab. Mais tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant la candidate égyptienne Mouchira Khattab. Mouchira Mahmoud Khattab est une politicienne, une ambassadrice égyptienne née en 1944. Elle est l'ancienne ministre de la Famille et de la Population de l'Égypte, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères, ambassadrice d'Égypte en République d'Afrique du Sud, en République tchèque et en Slovaquie. Elle a été également présidente de la Commission de l'ONU sur les droits de l'enfant basée au siège de l'ONU à Genève. Le 19 juillet 2016, le Premier ministre Sharif Ismail a annoncé que Mouchira Khattab sera la candidate de l'Égypte pour le poste de directeur général de l'UNESCO lors de la prochaine élection prévue en octobre. Optimiste, Mouchira Khattab, femme dynamique qui court dans le peloton de tête des postulants, explique pourquoi elle brigue au nom de l'Égypte la direction de l'UNESCO, une organisation en déficit qui suscite à chaque mandat de nouvelles polémiques. Je veux faire de l'UNESCO une organisation efficace et transparente. C'est ce qu'a assuré la candidate égyptienne. Madame Mouchira a indiqué que quand la situation est telle qu'elle est aujourd'hui, il n'est pas question de business as usual, ajoutant que la première chose à faire est de restaurer la confiance entre les États membres et l'organisation d'une part, et entre les différents secteurs et niveaux de l'UNESCO eux-mêmes d'autre part.
Alors, Monsieur Badra, en fait, comment vous voyez les résultats du premier tour d'aujourd'hui? Oui, avant de parler des résultats, permettez-moi de donner un petit aperçu. L'UNESCO est une organisation qui dépend des Nations Unies et qui s'occupe de la science, de l'éducation et de la culture. Comme on venait de parler au début, être présent comme Égypte sur la scène internationale, ceci est dans le même cadre. Dr Mouchira Khattab a été promu par le président, une organisation égyptienne, par M. Mohamed Al-Arabi, qui soutient fortement et qui fait la campagne électorale de Dr Mouchira Khattab pour qu'on puisse montrer au monde que l'Égypte y est là, sur la scène internationale. Dr Mouchira Khattab a un résumé très spécial. On vient d'entendre qu'elle était la secrétaire générale de l'organisation de la maternité, ministre de la population et de la famille, ambassadrice au Tchèque, en Slovaquie, en Afrique du Sud. Elle a travaillé en coopération avec Dr Boutros Ghali, avec M. Nelson Mandela en Afrique du Sud. Elle est de la même école et je crois qu'elle a une très grande chance. Mais en revenant à ce que vous venez de dire, je n'ai pas suivi, je viens d'entendre ces résultats de vous maintenant. Si vous parlez de 19, 13 pour le Qatari et pour la France et 11 uniquement pour l'Égypte. Ceci n'a pas beaucoup de valeur parce qu'il y aura encore un second tour, un troisième tour. Il y a 195 membres dans cette organisation de l'UNESCO. Et nous avons vu comment Dr Farouk Hosni, qui était la fois passée le candidat, qui avait eu les 29 points en premier tour et qui était le premier au premier tour. Et à cause de certaines coalitions, à cause de certains arrangements qui ont eu lieu, vous savez, la politique joue un très grand rôle ici. Bien sûr. Et ce n'est pas uniquement, voilà, et ce n'est pas uniquement comment dirais-je, la force du candidat, mais il y a des forces internes qui jouent pour arrêter, pour accélérer, pour faire sortir et pour bloquer. Et on verra le second tour. L'Égypte soutient. Le monde arabe soutient. Il y a une candidate libanaise. L'Union africaine. L'Afrique, oui. Il y a la candidate libanaise, je crois qu'elle n'a pas, je ne sais pas si elle a eu quelques voix, Vera Khouri. Hein. Mais on n'a pas les résultats, tous les résultats, parce que le vote vient d'être terminé. Mais j'aimerais louer l'Irak, parce que l'Irak a retiré son candidat pour promouvoir pour l'Égypte. Alors, on espère que Dr Mouchira Khattab sera sur la scène internationale pour devenir la directrice de l'organisation UNESCO. Alors, avant de prendre votre opinion, M. Talat, j'aimerais bien voir M. Saleh Farhoud, qui est le président de la communauté égyptienne en France. Alors, bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Saleh, comment vous voyez le vote d'aujourd'hui, les résultats du vote de l'UNESCO? Oui, c'est un résultat raisonnable. Dr Mouchira Khattab, il a convoqué quand même, il a gagné 11 points. La France a gagné André Azoulay. Odette André Azoulay, il a gagné 23 points. Le Qatari, il a gagné 19 points. Et Dr Mouchira Khattab, il a gagné 11 points. Ça va. Pour le deuxième tour, le troisième, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui va voter sur Dr Mouchira Khattab. On a beaucoup de chance, ça va passer bien pour l'Égypte, Inch'Allah. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des prochaines étapes? C'est-à-dire, qu'est-ce qui aura lieu demain? Est-ce que un autre vote sur les trois? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? De toute façon, il reste le tournoi là. Les Qataris, je crois, le final du résultat, il sera avec la France, avec Mouchira Khattab. Tous les politiques égyptiens, tous les mondes ici, avec les ambassadeurs égyptiens, tout ça, avec les ministres des étrangers convoqués Mouchira. Je crois, Inch'Allah, Mouchira et tout le monde sera avec Mouchira. Monsieur Saleh Farhoud, je rappelle, vous êtes le président de la communauté égyptienne en France. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Talat, comment vous voyez le vote et les résultats jusqu'à présent? Docteur Mouchira Khattab, bon, je ne vais pas parler de Mouchira Khattab parce qu'il est connu et bon, il mérite la position. Mais je me pose des questions. Comment ça se fait? Qatar, il a 19 voix. Et la France, c'est la France. Et l'Égypte. Hein? Il a 13-12. Ça, c'est le premier tour, monsieur. Je suis d'accord. Mais c'est quand même bizarre. À Qatar, bon, on ne va pas trop parler de ça parce que, bon, c'est comme les Coupes du Monde. Bon, on va voir. Mais moi, je crois que Dr Mouchira Khattab, il a une grande chance dans les seconds tours.
Ouais. Alors, Monsieur Badra, en fait, comme vous venez de dire, le fait que Madame Mouchira Khattab soit parmi les candidats, c'est déjà quelque chose d'important pour l'Égypte, quels que soient les résultats. Absolument, tout à fait d'accord. Ceci est toujours dans le cadre de la présence internationale, la présence sur la scène du monde. Et je crois que le second tour, et peut-être il y aura un troisième tour d'ailleurs, ça dépend du nombre de votes qu'on pourrait avoir, mais le jeu politique, les puissances, les coalitions qui auront lieu. Les coalitions, ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et au cas où elle réussit, nous sommes les premiers à la féliciter, et je crois qu'elle aura une valeur ajoutée dans sa présence comme directrice de l'organisation. Au cas où, je ne l'espère pas, on va respecter toujours les résultats parce que nous, les Égyptiens, on respecte toujours qu'est-ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas dire non à ce qui se passe en tant que on a fait notre devoir, la promotion a été faite, la campagne a été faite à la perfection et maintenant on attend les résultats. On accepte les résultats, quoi que ce soit. Absolument. Non, mais en le fait de choisir une femme, alors loin de l'UNESCO et de Madame Mouchira Khattab en tant que docteur Khattab, le fait de choisir une femme montre aussi l'importance de la femme égyptienne et son rôle dans la communauté internationale, dans la communauté égyptienne, ce qui est aussi un bon message à envoyer. C'est très important pour ça montre que la femme égyptienne, il est un peu partout, dans l'Assemblée nationale, c'est son ministre. Et, moi, je crois qu'on va voir dans la présidentielle. Elle est juge. Il est un peu partout. Il est dans la police, dans l'armée maintenant. Et on voit que c'est un peu normal et on espère que ça continue. Ouais. Alors, de toute façon, on souhaite une très bonne chance à Madame Khattab. J'espère que demain, le vote, elle va l'emporter. Je vous remercie infiniment, Monsieur Talat Chir. Je rappelle, vous êtes directeur de l'Organisation des écrivains afro-asiatiques en Europe. Merci. Merci à vous. Au revoir. Et également, Monsieur Gamil Wadra, qui est expert industriel et économique. Merci beaucoup. Merci bien. Je suis ravi d'être avec vous en présence de M. Talat de même. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci, mesdames, messieurs. C'était tout pour cette édition de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Bonne soirée.